Bonjour tout le monde. Voilà, merci. Bienvenue à cette conférence. Je vais présenter François en guise de préambule. Donc, François, il est collaborateur scientifique au laboratoire d'ingénierie écologique qui est dirigé par le professeur Andrew Barry à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, donc à l'EPFL. Alors, après des études en mécanique des fluides et en hydraulique environnementale, il a obtenu ses diplômes d'ingénieur à l'École hydraulique et de mécanique de Grenoble et de master à l'Université Grenoble-Alpes. Il a achevé son doctorat au laboratoire d'hydraulique environnementale de l'EPFL sur le transport sédimentaire dans les rivières de montagne. Il a ensuite partagé sa carrière entre la prévision météo et l'hydrologie en bureau d'études et l'enseignement à l'Université de Lausanne. Et puis, depuis 2020, il a intégré le laboratoire d'ingénierie écologique en focalisant sa recherche sur l'hydrodynamique côtière du Léman et les courants de turbidité dans le canyon du Rhône. Ça, c'est pour la présentation. Tu pourras évidemment la compléter s'il manque des choses. Et puis, donc, aujourd'hui, de manière un peu plus spécifique, j'avais en fait rebondi sur une annonce que j'avais vue d'une conférence que tu faisais au musée du Léman à Nyon. Et donc, j'en ai profité pour te contacter. Et je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Puisque tu vas nous parler un peu d'hydrodynamique du Léman. Évidemment, c'est un écosystème que je pense la plupart des gens qui se connectent ont affection ou un intérêt particulier. Et donc là, aujourd'hui, tu vas nous parler de vent, de courant, en zone côtière et pélagique, d'upwelling, de resuspension des sédiments, de transport vers la zone pélagique. En résumé, donc l'importance de l'hydrodynamique côtière dans la compréhension du brassage du lac et de la dispersion des polluants et probablement plein d'autres choses. Et je te laisse la parole en te remerciant une nouvelle fois. Tu remets peut-être ton micro, comme ça on t'entendra. Voilà. Ouais, merci pour la présentation et l'invitation. Merci à tous et toutes d'être présentes pour cette conférence. Donc, effectivement, je vais parler d'hydrodynamique côtière. Comme vous l'avez vu, entendu dans ma présentation, je suis assez jeune dans la limnologie. Ça fait depuis 2 ans et demi que je travaille vraiment sur le lac. Et ça a commencé par étudier. Ce qui m'a amené vers le lac, c'était à la base l'hydrologie et le transport sédimentaire dans le Rhône, qui se prolonge dans le lac par l'intermédiaire du canyon du Rhône. Et c'est par ce chemin-là que je suis arrivé à m'intéresser à la limnologie. Donc ici, on ne va pas parler d'hydrologie de charrière sédimentaire qui vient des Alpes, mais de ce qui se passe dans le lac, spécifiquement dans les zones côtières. Et comme l'a dit Stéphane, c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe dans la zone côtière, quelle est l'influence de la zone côtière pour le brassage des eaux du Léman et aussi la dispersion potentielle des polluants qui se trouvent principalement dans la zone côtière. Donc voilà, pour commencer, je vais juste prendre... Bref. Donc, pour schématiser un peu ce qui se passe dans un lac, dans un grand lac, un lac profond tel que le lac Léman, j'ai fait ce petit schéma. Habituellement, on a les eaux chaudes qui stagnent, entre guillemets, stagnent en surface du fait que les eaux chaudes sont plus légères que les eaux froides, et les eaux froides qui restent donc au fond du lac. La limite entre ces deux couches, elle s'appelle la thermocline. En été, cette thermocline, elle est très forte, ça veut dire qu'on a un fort gradient de température dans cette zone-là, et elle est assez proche de la surface. Donc, on a des eaux très chaudes en surface, et puis des eaux qui sont bien plus froides sur une grande partie du lac. Et en hiver, on commence à refroidir la surface du lac, et progressivement, on diminue ce gradient de température au niveau de la thermocline. On a la thermocline qui s'abaisse, et progressivement, on brasse le lac depuis la surface
parce que à la surface, l'air refroidit le lac. Ce refroidissement, comme l'eau refroidit plus froide et les plus lourdes, elle coule. Et puis on a ces cycles de convection qui se forment. Et au fur et à mesure de la saison, on a la thermocline qui est de plus en plus faible et qui s'enfonce en profondeur. Donc, du fait de cette stratification, on a une concentration généralement élevée en oxygène à la surface, parce que on a un échange d'oxygène avec l'atmosphère, et des concentrations qui sont faibles au fond du lac, des concentrations d'oxygène faibles au fond du lac, car on n'a pas l'échange avec l'atmosphère. Sauf justement en fin d'hiver, quand on arrive à avoir un brassage complet, quand la thermocline s'est complètement affaiblie et qu'on a un brassage complet. Mais malheureusement, ces brassages complets sont peu fréquents. Les derniers, c'était en 2012. Et donc, on reste souvent des années avec une concentration en oxygène qui diminue au fond du lac. Autre chose, on sait tous que nos lacs sont actuellement impactés par les activités humaines, et notamment, on a potentiellement des eaux polluées qui arrivent dans les zones côtières. Donc, on peut penser au rejet des villes, notamment lors des orages d'été. Donc, ça vient des rivières, ça vient du ruissellement sur les surfaces, ça vient aussi des rejets des stations d'épuration ou d'autres rejets qui polluent la zone côtière. Et souvent, du fait de cette thermocline et aussi du fait des courants généraux dans le lac, qui sont généralement parallèles à la côte, on a cette pollution qui stagne et qui se dépose en fait dans les sédiments, spécifiquement dans la zone côtière. Donc ici, il y a déjà plusieurs personnes qui sont scientifiques, qui sont intéressées à la trajectoire des polluants en sortie de stations d'épuration ou de rivières. Et puis on voit par exemple que si on prend l'exemple de Lausanne, dans la baie de Vidy, les rejets de la steppe donc la station d'épuration sont à 35 mètres de profondeur, et 1 kilomètre vers l'ouest ou 1 kilomètre vers l'est, on a des captages d'eau potable qui sont à peine plus profonds, parce que ça on a conscience un peu de cette stratification. Donc du coup, on cherche à prendre de l'eau en profondeur parce qu'elle est a priori plus claire. Mais on voit qu'on n'est quand même pas très loin des rejets et des captages. Donc, c'est intéressant de savoir ce qui se passe au niveau de la resuspension, par exemple, des sédiments et potentiellement de cette dispersion des sédiments pollués à plus grande profondeur. Qu'au niveau de la resuspension, dans la baie de Vidy, il y avait une étude qui avait montré que, a priori, il n'y avait pas de resuspension de manière générale. Et la question que je me pose ici, c'est un peu sur des événements particuliers plus brefs. Est-ce qu'on peut avoir de la resuspension et pourquoi pas des échanges avec des plus grandes profondeurs, malgré le fait qu'on ait la thermocline qui empêche ces échanges. Donc voilà, les deux problématiques, pour résumer, c'est les brassages complets du lac Léman sont peu fréquents. C'est un problème au niveau de la concentration en oxygène au fond du lac. Et la question, donc, c'est existe-t-il d'autres mécanismes qui permettent un apport en oxygène ou de manière générale permet des échanges entre le fond du lac et la surface. Et même chose, on a de la pollution sur les zones côtières. Est-ce que cette pollution, où va-t-elle? Est-ce qu'elle reste dans la zone côtière? Est-ce qu'il y a resuspension et potentiellement déplacement de cette pollution à d'autres endroits et en particulier vers le fond du lac?
Donc ici, en fait, dans cette présentation, je vais présenter quelques exemples d'événements qui où on observe de la resuspension et du transport dans la zone pélagique et donc du coup aussi en direction du fond du lac. Donc le premier exemple, ce sera des courants de densité froid qui sont dus à un refroidissement différentiel. Donc par exemple, en hiver, quand on a un temps calme et froid, on peut très bien prendre l'exemple de ce matin, par exemple. Du fait de la faible profondeur d'eau dans la zone côtière, c'est dû à un effet de volume, on va refroidir beaucoup plus rapidement cette zone peu profonde que le milieu du lac. Donc du coup, on va se retrouver avec une différence de température entre le bord du lac, entre la zone côtière et la zone plus chaude du milieu du lac. Et cette eau plus froide, qui est plus lourde, va avoir tendance à couler et à former un courant de densité vers le fond du lac. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi winter cascading. Deuxième exemple, ce sera la relaxation de la thermocline suite à un upwelling. Et toujours en hiver, on va voir qu'on peut observer aussi ce même type de courant de densité à la suite de ces upwellings. Donc, par exemple, ici, pour schématiser, on a un vent qui va vers la droite. On accumule l'eau de surface est déplacée aussi vers la droite. Elle s'accumule du coup vers la droite du bassin. En réponse, on a l'eau froide de plus grande profondeur qui remonte vers la surface. Si l'événement venteux est assez fort, on peut avoir de l'eau froide, bien plus froide, qui remonte jusqu'à la surface et qui donc envahit par exemple la zone côtière ici. Et une fois que le vent se calme, tout a tendance à se rétablir et cette eau froide sur la zone côtière va avoir tendance à couler comme un courant de densité, donc comme de la même manière que dans l'exemple numéro 1. Et troisième exemple, ici, ce sera cette fois-ci dans la saison où le lac est stratifié. Et on regardera ce qui se passe au niveau du passage du nombre de Kelvin après un épisode venteux. Donc pareil, de la même manière, quand on a du vent, on a une inclinaison de la thermocline. Et quand cette inclinaison se rétablit, on a une onde de Kelvin qui se forme. Je détaillerai, j'expliquerai ce que c'est le moment venu. Et quand cette onde passe, on a ce qu'on appelle un downwelling, donc de l'eau qui est forcée de descendre plus en profondeur. Et avec elle, on va voir ce qui se passe et jusqu'à où on peut avoir cet enfoncement d'eau dans le lac. Donc le site d'étude, les mesures ont toutes été faites du côté de Buchillon, donc sur la côte nord du lac Léman. Il y a plusieurs campagnes de mesures qui ont été faites. Les 3 mouillages que vous voyez ici en vert, ils représentent des mesures qui ont été faites en hiver. Et ici, ça concernera plutôt la partie 3. Donc, dans la plupart des cas, on a des ADCP qui nous permettent de mesurer la vitesse sur toute la colonne d'eau. On regardera en particulier ce qui se passe à 30 mètres de profondeur. Et aussi, on a par exemple ici une fibre optique qui nous permet de mesurer la température au fond du lac entre du bord de la côte jusqu'à 120 mètres de profondeur. Voilà pour le site d'étude. Dans les 3 cas, j'ai analysé des profils de vitesse à partir des mesures ADCP. Et j'ai analysé notamment le profil de vitesse proche du fond.
Et quand on analyse le gradient de vitesse proche du fond, on peut en déduire, par exemple, les paramètres de turbulence. Donc, on fait un fitting de cette loi logarithmique. C'est la loi du mur en hydrodynamique, ce qui nous permet d'en déduire des paramètres de turbulence. Donc, par exemple, ici, U star, U étoile, c'est la vitesse de friction et ce qui nous permet de comprendre ce qui se passe au niveau du fond. Donc, je vais faire assez brièvement. C'est un peu les seules équations qu'on va avoir dans cette présentation. À partir de cette du gradient de vitesse qu'on observe au fond du lac, on peut calculer la contrainte de cisaillement, c'est-à-dire la force par unité de surface qu'exerce le courant d'eau du lac sur les sédiments. Et si cette contrainte dépasse un seuil critique, donc ce qu'on appelle ici la contrainte critique, on va considérer qu'on a resuspension des sédiments. Et bien sûr, cette contrainte critique, elle dépend par exemple de la taille des sédiments. Et ici, tout cela, ça a été adimensionnalisé. C'est ce qu'on appelle le θ, c'est ce qu'on appelle le nombre de Shields. Et avec les diagrammes correspondants, on peut aussi en déduire la contrainte critique en fonction de la taille des sédiments. J'espère que c'est assez clair. Donc, pour résumer, si on excède une certaine force, donc une certaine force critique qui est déterminée par la taille des sédiments, on aura resuspension des sédiments. Donc, bien sûr, il faut connaître la taille de ces sédiments. On allait faire des prélèvements la profondeur de notre mouillage. On a fait l'analyse de la taille des grains et on a trouvé notre valeur de notre diamètre médian de 38 micromètres. Mais on a une granulométrie assez étendue. Et sur les images récentes, on voit qu'on a aussi beaucoup de moules au fond du lac, ce qui peut faire changer justement la rugosité et comment sont mis en suspension les sédiments. Donc voilà pour l'introduction sur la méthodologie. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et donc les trois différents exemples. Donc le premier, winter cascading, qu'on pourrait traduire en français une cascade hivernale. Donc c'est-à-dire je vais répéter un peu ce que j'ai dit en introduction, mais on a de l'eau sur côtière qui se refroidit plus rapidement que l'eau au centre du lac par effet de volume. Donc on a un plus petit volume à refroidir pour un même refroidissement à la surface. Donc, on a de l'eau plus froide au centre du lac sur la zone côtière. Cette eau froide qui est plus lourde a tendance à couler vers le fond du lac. Donc là, le trait traitillé symbolise l'endroit où a été fait les mesures. Et quand on regarde au fond, on voit clairement le passage du courant avec de l'eau qui devient soudainement très froide, alors que plus haut, on est au-dessus du courant, on a peu de variation de la température. On en a quand même parce que justement, on a aussi le refroidissement depuis la surface et puis qu'on a aussi la turbulence du coup du mélange avec le courant. Mais avec ces données, donc en bleu, c'est à 1 mètre du fond du lac, et en rouge à 18 mètres du fond du lac, on voit clairement ce courant qui se produit ce jour-là.
Et ce jour-là, c'était après une nuit froide qui était claire, alors qu'avant et après, les conditions n'étaient pas particulièrement froides, euh, ni particulièrement dégagées. Donc, on avait euh, beaucoup moins d'échanges thermiques avec l'atmosphère. Ce même jour, donc quand ce courant s'est produit, on a eu la chance la chance. On prévoyait un peu, mais on était sur place pour faire des mesures CTD. Donc, on a fait des profils CTD depuis la côte, depuis la zone côtière vers le centre du lac. On a fait un profil jusqu'à 130 mètres de profondeur environ. Et vers cette profondeur de 100-120 mètres, on a trouvé la thermocline. Là, on voit que le gradient de température devient plus fort. Et on voit qu'on a on voit clairement ce courant qui vient de la zone côtière et qui descend le long de la pente du lac et qui joint la thermocline. Et donc, vers 30 mètres de profondeur, on a aussi une mesure de vitesse et température. C'est déjà les mesures de température, j'avais déjà montré ces deux courbes. Et ici, je vous montre un peu plus en détail. Donc, en haut, on a la température. On n'a pas toute la colonne d'eau, on a entre 1 mètre et 18 mètres. Au-dessus, on n'avait pas de mesure. Et en bas, on a les vitesses entre le fond jusqu'à quasiment la surface. Et les vitesses, j'ai séparé la composante. Ici, on a uniquement la composante qui est perpendiculaire à la côte. Et en bleu, c'est la composante qui va vers le large, vers le centre du lac. Et en rouge, c'est vers la côte. Donc, on voit clairement, quand on arrive vers le vert et le bleu, donc c'est des températures plus basses, on a des pics de température plus basses à différents endroits, et à différents endroits ce jour-là, qui correspondent avec des pics de plus forte vitesse vers le fond du lac. Donc, on a bien la confirmation qu'on a un courant assez fort vers le centre du lac qui est dû à de l'eau froide qui est plus lourde. Donc là, on va se focaliser principalement sur cette partie-là de l'événement, donc le moment où c'est le plus froid et avec le courant le plus intense. Donc, voici les résultats. La courbe pleine ici, elle représente la contrainte critique, donc c'est-à-dire la contrainte à dépasser pour mettre en mouvement le diamètre médian de nos sédiments. Et les points représentent la contrainte calculée pour chaque profil de vitesse qu'on a mesuré. J'ai ajouté aussi la vitesse maximale du courant qui a été mesurée en bleu. C'est pas des vitesses très fortes, hein. On arrive au maximum à 10 cm par seconde. Donc, c'est pas des vitesses très fortes, mais on voit qu'on arrive quand même à dépasser la contrainte critique pour quelques-uns des profils. C'est-à-dire qu'on est théoriquement, on met en suspension les particules de environ 38 micromètres et probablement aussi beaucoup plus fréquemment les particules de plus petite taille. Pour confirmer qu'on a bien de la remise, de la mise en suspension des sédiments, on a regardé aussi le backscatter des ADCP. Donc, c'est l'écho c'est des mesures acoustiques, hein, nos appareils de mesure de vitesse. Donc, ils émettent des ondes acoustiques et les particules qui sont dans l'eau renvoient ces ondes acoustiques.
Et par effet Doppler, on arrive à connaître la vitesse de ces particules et donc la vitesse du fluide. Et du coup, ici, on utilise le fait que plus il y a de particules, plus il y a de signal qui est renvoyé. Et donc, quand on regarde, par exemple, ici, on regarde uniquement les fluctuations du signal, c'est ce qui nous indique que quand il y a une forte fluctuation, c'est qu'on a positive, c'est qu'on a remis soudainement en suspension des sédiments. Donc, on voit que qu'on a bien de la resuspension lors de cet événement. Donc, première petite conclusion pour cet premier exemple, on observe bien de la resuspension dans la zone côtière lors de ces cascades hivernales. Ça avait été déjà évoqué dans des études précédentes, très brièvement, mais justement, ça avait été remarqué que l'écho des instruments de mesure de vitesse était parfois plus fort lors de ces cascades hivernales. Ce qu'on a montré aussi, notamment en regardant cette figure, c'est que ce courant se propage jusqu'à la thermocline, donc il peut avoir un impact sur de grandes profondeurs. Et du coup, quand le lac il est peu stratifié, que la thermocline est très faible, notamment à la fin de l'hiver, quand on a eu un hiver froid, on peut penser que ces courants de densité peuvent apporter des sédiments jusqu'à des grandes profondeurs, voire jusqu'au fond du lac. Une étude précédente avait fait un calcul sur l'entièreté du lac, une estimation des volumes concernés, et c'était très important. Sur une journée, ça pouvait être 10 fois le volume qui est apporté par le Rhône, par exemple. Du coup, c'est un mécanisme, un événement qui peut potentiellement avoir un impact sur l'oxygénation en profondeur du lac Léman. Et on le voit par exemple ici sur cette figure, toute la zone en rouge, c'est la zone où la profondeur est inférieure à 30 mètres, donc ce qui représente une surface assez importante. Deuxième exemple, donc on reste toujours dans la saison hivernale, donc avec une thermocline, on va dire, assez faible. On va parler ici d'épisodes venteux, donc c'est un peu le contraire de ce qu'on avait avant, pour avoir une différence de température importante entre la côte et le centre du lac. Il faut des conditions plutôt calmes. Et puis quand on a du vent, on va avoir des courants assez forts et puis plus d'échanges. On va pas pouvoir refroidir aussi bien la zone côtière que dans des conditions calmes. Et par exemple, quand on a un épisode de vent assez fort qui est parallèle à la côte, on va avoir ce qu'on appelle un upwelling côtier du fait du transport d'Ekman. Donc le transport d'Ekman, c'est le fait que c'est le transport qui est induit par la force de Coriolis quand on a du vent. Et en fait, le transport de l'eau qui est exercé par le vent, du fait de Coriolis, va être quasiment perpendiculaire à la direction du vent. Donc du coup, on va avoir un transport vers le centre du lac dans cette situation quand on aura un vent qui est parallèle à la côte. L'eau, donc du coup, est transportée vers le centre du lac depuis la côte et est remplacée par de l'eau plus froide qui vient des profondeurs. Et donc, c'est ce qu'on appelle un upwelling. Ici, sur cette modélisation qui a été faite par un collègue pour un événement en 2018, là, on voit la direction ici du vent. Elle était quasiment parallèle à la côte ici. Et on observe de l'eau froide qui se répand depuis la côte,
qui vient du coup de ce phénomène de pooling. On peut, juste précision aussi, on peut voir clairement à d'autres endroits sur le lac qu'on a aussi des différences de température entre la côte et des zones plus au large qui peuvent, comme dans le cas numéro 1, donner des courants de densité. Mais ici, on va regarder ce qui se passe ici, donc là où on a un eau pooling de l'eau froide qui remonte à la surface. Donc, je reprends ce petit schéma donné en introduction. Quand on a du vent, on a la surface du lac qui s'incline. Du fait du réajustement des pressions, on a l'eau froide, on a de l'eau qui est obligée de remonter de l'autre côté pour compenser, et cette eau froide vient des profondeurs, du coup, elle est plus froide, et elle arrive à remonter jusqu'à la surface lors d'événements assez puissants. Et puis, quand le vent s'arrête, tout s'inverse. Donc ici, la première flèche en haut symbolise la durée de l'épisode venteux. Au niveau de nos sites d'études, la deuxième flèche symbolise, montre la période où on a un upwelling. On voit que plus on est en profondeur, plus l'eau est froide, parce qu'on a de l'eau froide qui revient du fond. Et que pendant quelques jours, on a cette eau froide qui stagne, qui est présente dans la zone côtière du fait de cet épisode venteux. Et à la fin de l'épisode, on a une brusque augmentation de la température depuis la surface. Donc c'est l'eau chaude qui revient dans la zone, l'eau chaude entre guillemets, et l'eau de surface qui est plus chaude, qui revient remplacer l'eau froide une fois que le vent s'est calmé. Et en regardant des profils CTD qui ont été faits au même moment, en comparant la température, on voit que l'eau à ce moment-là, donc l'eau qui est à un peu en dessous de 6,6 degrés, elle vient d'environ 150 mètres de profondeur, alors que la mesure est faite à 30 mètres de profondeur. Donc du coup, on a de l'eau qui est montée de environ 120 mètres, de manière approximative. Donc moi, je vais me focaliser sur ce qui se passe quand on a entre guillemets l'établissement de la stratification normale, donc quand l'eau froide revient au fond et l'eau plus chaude de la surface remplace l'eau froide dans la zone côtière. Ici, j'ai les températures donc tout proche de la côte, là où on a 5 mètres de profondeur, en dessous à 10 mètres de profondeur, et finalement à 30 mètres de profondeur. On voit clairement qu'on a d'abord l'eau chaude qui arrive au premier mouillage à 30 mètres de profondeur, ensuite à 10 mètres, puis finalement au bord de la côte. Et que cette eau chaude remplace l'eau froide qui était présente. Tout en bas, on a les vitesses transversales. Donc, comme précédemment, c'est uniquement la composante qui est perpendiculaire à la côte. Et en bleu, on a la partie qui va vers le centre du lac, et en rouge vers la côte. Donc, on voit par exemple cette composante qui va vers la côte, elle est liée à l'upwelling, avec du coup de l'eau froide qui remonte des profondeurs. Et puis ici, quand on a la relaxation, quand on a un rétablissement des conditions plus douces à la surface, donc comme c'était avant l'événement de vent, on a à nouveau un courant de densité dont l'eau froide qui passe
sous l'eau plus chaude de surface. Et on a aussi du coup un courant inverse à la surface. L'eau chaude remplace l'eau froide. Donc là, il y a probablement, c'est pas un courant de densité pure, du fait qu'il y a aussi l'eau chaude qui force l'eau froide à descendre sous cette couche de surface qui se rétablit. Et du coup, voici les résultats en termes de contrainte de cisaillement. Donc, toujours la ligne continue, c'est la contrainte de cisaillement critique. Et les points, c'est la contrainte mesurée pour chaque profil de vitesse. Donc, toujours de la même manière, si on atteint ou on dépasse cette contrainte critique, on est théoriquement censé avoir la mise en suspension des sédiments. Il y a toujours le profil de la vitesse maximale du profil au fond pour avoir une idée de vitesse. Et donc, du coup, on se retrouve à peu près 10 cm par seconde à ce niveau-là. Toujours pour préciser que ici, donc on voit qu'on a théoriquement de manière intermittente resuspension des sédiments qui font une taille de à peu près 38 micromètres, mais probablement bien plus fréquemment des sédiments plus fins. Et c'est ce qu'on voit sur l'écho des instruments de mesure de vitesse, c'est que on voit clairement qu'on a des pics d'écho qui montrent la resuspension proche du fond à plusieurs moments. Donc, pour résumer ce deuxième exemple, on peut aussi avoir des courants de densité qui sont assez forts après un upwelling, si on a justement cette eau froide qui est restée dans la zone côtière et lors de leur relaxation coule vers le fond du lac. Potentiellement, on a un transport vers des assez grandes profondeurs. Pour un autre événement, j'ai un collègue qui avait fait une modélisation sur justement modéliser un upwelling qui était assez fort. C'était un épisode de vent d'au moins une semaine avec un vent de sud-ouest assez fort. Et en traçant la trajectoire des particules d'eau dans le modèle, on voyait que une grande partie des particules de l'eau qui arrivait à la surface dans la zone côtière venait de 150 mètres de profondeur. Et au moment de la relaxation, donc du coup, quand c'est trop froid, de retourner vers le fond, elle retournait à des profondeurs similaires, voire plus profondes. Donc dans mon exemple, c'était pas le même épisode, et dans l'exemple que je montrais, on avait c'était à peu près 100 mètres de profondeur, laquelle l'eau revenait. Donc voilà pour cet exemple de pooling en conditions de stratification hivernale, donc avec une stratification assez faible. Et maintenant, le troisième exemple, c'est un downwelling qui est lié au passage d'une onde de Kelvin. Et le passage de cette onde de Kelvin crée un diète côtier, donc un courant assez fort pendant un temps pas forcément très long, mais qui a un fort impact sur la zone côtière. Donc c'est un peu le début de l'histoire, c'est un peu la même chose, hein. On a un vent parallèle à la côte qui induit du transport perpendiculaire à la côte, et on a un upwelling, sauf que cette fois-ci, on a une thermocline qui est assez forte. Donc, du coup, on a l'inclinaison en surface
qui est due au transport de l'eau dans le sens du transport d'Ekman. On a une accumulation d'eau chaude de surface du côté opposé qui induit une inclinaison de la thermocline inverse. Donc, on a toujours une remontée d'eau froide potentiellement vers la surface, de la même manière que l'exemple numéro 1. Sauf que ici, on a une thermocline qui est bien marquée parce qu'on est en saison chaude. Et après la fin du vent, on va avoir une oscillation de cette thermocline. Et par contre, du fait de la force de Coriolis, ces oscillations ne vont pas se faire en 2 dimensions comme dans ce schéma ici, mais on va avoir une oscillation en 3 dimensions de la thermocline. Un peu comme si vous voyez ma main, on a cette oscillation qui, donc avec une crête de l'onde qui va parcourir le long du bassin dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc la crête ou le creux qui vont se balader autour du bassin. J'ai un exemple de modélisation ici sur l'événement qui est étudié. Donc, je vais faire démarrer la vidéo. Donc là, c'est pendant le début de l'épisode de vent. Souris. Donc là, c'est à peu près vers la fin de l'épisode de vent. J'ai arrêté la vidéo. On voit qu'on a un upwelling sur toute la partie gauche, sur tout l'ouest du lac Léman et le nord. Donc, c'est un upwelling côtier. On a de l'eau froide qui vient du fond sur toute cette côte et qui se propage, qui s'étale à la surface, alors que de l'autre côté, du fait du transport d'Ekman, on a l'eau de surface qui s'accumule, notamment sur le côté, la partie sud-ouest du lac Léman. Et donc, du coup, après, on a le vent qui se calme et on a la relaxation. Donc, le lac tend à se rééquilibrer. Cette fois-ci, on a un peu inversé les choses. L'eau chaude qui était à l'est se retrouve à l'ouest. Et au fur et à mesure, en fait, on a un courant côtier qui se forme et qui fait le tour du lac. Donc, on va pas avoir cette belle surface qui va osciller comme elle est bien schématisée ici dans le lac Léman, mais avec des effets de non-linéarité. On va avoir vraiment un courant côtier, comme on le voit ici, qui se propage tout autour du lac. Donc ça, à cette saison-là, en octobre, l'onde, elle met environ 3 jours à faire le tour du lac. En général, on arrive nettement à l'avoir passé, à avoir passé le premier, deuxième passage, et après, généralement, même si on n'a pas d'autres épisodes venteux importants, il y a l'effet des gyres et des tourbillons de plus grande échelle qui masquent un peu le passage de l'onde à des temps plus longs. Donc, pour regarder un peu plus en détail nos mesures, ici, entre le 20 et le 22 octobre, on a l'épisode de vent. On voit sur la mesure des températures, donc ici, c'est des mesures qui ont été faites avec la fibre optique. On voit qu'on a le cooling durant cette période. On voit clairement que l'eau se refroidit à la surface jusqu'à une profondeur d'environ 30, 50 mètres. On a encore un petit refroidissement, donc c'est de l'eau
qui vient des plus grandes profondeurs qui remonte. Et après l'événement, bon, il y a un petit temps, on a la relaxation et on a un premier front de l'onde qui passe. Puis trois jours après, on aura un autre front qui passe. Et donc, au moment du passage du front, on a une forte hausse de la température. On a dit que l'onde se propageait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc du coup sur le site d'étude, on va avoir un courant le long de la côte qui va être... Et ici, quand on a cet enfoncement, ce réchauffement, on a un downwelling et au fond du lac, dans la zone côtière, on a un courant qui est vers le centre du lac, qu'on voit ici en bleu. Et on aura exactement la même chose 3 jours après, lors du second passage de l'onde. Donc, ce passage ici, c'est ce que j'appelle un jet côtier avec downwelling. Donc, ça veut dire que la thermocline se déforme proche de la côte avec de l'eau bien plus chaude qui va à assez forte profondeur. Si on regarde ce qui se passe proche du fond, donc c'est la même approche que pour les 2 autres exemples précédents, on calcule la contrainte de cisaillement et on la compare par rapport à la contrainte critique. Ici, on a des courants qui sont beaucoup plus forts. Par contre, ils sont beaucoup plus localisés proche de la côte, mais on a jusqu'à 25 cm par seconde et on voit qu'on dépasse nettement la contrainte critique de cisaillement, c'est-à-dire qu'on a théoriquement de la suspension et ici pendant quelques heures. Et c'est confirmé sur l'écho reçu par les instruments acoustiques. On voit notamment des pics d'écho qui sont uniquement au fond du lac, ce qui signifie qu'on a bien de la resuspension et pas uniquement de l'advection. Ici, probablement, c'est de l'advection de sédiments qui ont été mis en resuspension précédemment. Donc, pour discuter un peu cette partie, donc on a un jet côtier qui est assez fort, qui induit un downwelling important. Lors de son passage, on a une forte resuspension. Et bon, la question, c'est un peu jusqu'à quelle profondeur il se produit. Quand on regarde ces données de température, on voit que même à 100 mètres de profondeur, on a une modification de la température, donc une augmentation de la température. Donc, on a des effets à assez grande profondeur. Et puis, quand on compare les températures pendant ce downwelling avec celles précédant l'événement, donc si on compare les températures de la stratification avant l'événement avec celles pendant le passage du front, on en déduit à peu près que l'eau qui était à 30 mètres de profondeur s'enfonce jusqu'à 60 mètres et que de l'eau à 50 mètres de profondeur s'enfonce jusqu'à environ 100 mètres de profondeur. Et bien sûr, à chaque fois qu'on a cette eau qui va en profondeur ou qui de profondeur va à la surface, il y a des échanges qui sont faits avec l'eau ambiante qui permettent de réoxygéner l'eau ambiante, par exemple. Donc ici, c'était juste pour schématiser l'avancée d'une onde. Ici, on a vraiment un abaissement soudain de la thermocline et les fortes vitesses à cet endroit-là induisent une forte contrainte avec la resuspension dans cette zone. Et on observe aussi qu'à la suite de cet abaissement, on a des ondes secondaires dans la thermocline qui aussi induisent la resuspension. Donc voilà, pour conclure, on a vu les exemples 1 et 2 où on a des courants de densité froid qui se produisent donc plutôt dans la saison hivernale, quand la stratification n'est pas trop forte.
qui sont dues soit à une différence de température entre la côte et le centre du lac, soit due à de l'eau froide qui est amenée par un hypoline. Et ces courants de densité induisent la resuspension des sédiments et un transport de ces sédiments vers les couches plus profondes. Pour l'exemple 3, on a une forte resuspension pendant le passage d'une onde de Kelvin, qui aussi, les sédiments sont aussi transportés vers les plus grandes profondeurs. Et la profondeur sera d'autant plus forte que la thermocline est faible, ce qui est le cas dans ces trois exemples. Après, il faut bien souligner que plus la thermocline est faible, moins l'onde de Kelvin sera énergétique. Et du coup, quand le lac est très déstratifié, on n'observe plus le passage des ondes de Kelvin. Donc, on voit qu'on a des échanges entre la zone côtière et la zone pélagique qui se produisent un peu tout au long de l'année, de manière épisodique lors de ces événements, et à plus ou moins grande profondeur en fonction de la thermocline, et que si on a une température qui est relativement homogène sur tout le lac, ou au moins une thermocline qui est faible, on peut assez facilement avoir des courants froids qui vont jusqu'au fond du lac. Et c'est ce qui avait en fait initié le brassage complet du lac en 2012. C'était le fort courant de densité entre le petit lac qui était plus froid et le grand lac. Pour finaliser, conclure ce dernier slide, donc les phénomènes côtiers participent au brassage du lac. Ils sont importants à prendre en compte, mais difficiles à modéliser parce qu'il faut une résolution assez fine, ce qui est pas encore totalement le cas. Et donc, du coup, ces événements participent à l'échange d'oxygène et de nutriments entre les couches de surface et les couches profondes, et aussi à la dispersion de la pollution via la remise en suspension des sédiments. Merci pour votre attention, et puis je reste là pour répondre à vos questions et écouter vos commentaires. Super, merci beaucoup François. Peut-être que j'espère que je n'ai pas été trop long. Non, tout va bien. Est-ce que tu peux peut-être départager l'écran, comme ça on va voir un petit peu le mur avec les gens qui sont là. Voilà. Je vous invite à rebrancher vos caméras et vos micros, comme ça on peut se voir, c'est plus sympa aussi pour François. Super, merci beaucoup. Et puis peut-être de lever la main pour les questions, ça me permettra donc moi de voir, voilà, et de prioriser un peu les questions. Donc allez-y, sinon je peux commencer aussi. Alors il y a Jean-Luc, vas-y, allez, c'est parti. Oui, bonjour, merci pour cette belle présentation. Bonjour. Évidemment, j'ai plein de questions, mais peut-être, en fait, ces ondes de Kelvin, pour les anciens comme moi, c'est l'équivalent des sèches internes. Oui, exactement. OK. Mais tu as juste abordé à la fin, il me semblait que voilà, c'est vraiment une onde qui passe à travers le lac, mais qu'est-ce qu'elle induit comme brassage, comme mélange des masses d'eau? Est-ce qu'on a une idée? Parce que j'avais plutôt l'impression justement qu'on appelle ça upwelling, mais est-ce qu'il n'y a pas, dans ce cas-là, je ne parle pas des courants, mais dans ce cas-là, est-ce qu'il y a vraiment un brassage entre les masses d'eau et ce n'est pas justement un déplacement des masses d'eau? Est-ce que, par exemple, après avoir observé ces événements, on voit que la température en surface a diminué, par exemple? C'est quelque chose qui est assez complexe à étudier parce que justement, on a plein de processus qui se passent en même temps. Si par exemple, on prend l'exemple en hiver,
les eaux froides de profondeur, elles restent un certain temps à la surface, donc elles peuvent se refroidir en même temps. Et puis du coup, quand elles revont au fond du lac, elles peuvent aller à une profondeur encore plus en profondeur que où elles étaient avant. Mais il y a aussi le mélange avec les couches de surface qui est aussi qui est aussi pas très bien connu. Et on pourrait regarder aussi les mesures d'oxygène, mais on a aussi de la production dans la zone côtière. Donc c'est quand même assez compliqué à quantifier, on va dire. Et du coup, c'est pour ça que à la fin, je disais que c'était quand même la modélisation qui pourrait permettre d'en savoir un peu plus. J'ai répondu entièrement ou il y a autre Oui, chose? Est-ce que tu as encore une question, Jean-Luc? Tu disais que tu en avais non, mais plusieurs. je reviendrai plus tard. Ok, ça marche. Ben, je vais donner la main à Didier. Oui, bonjour et merci pour Bonjour. cet exposé. J'ai deux petites questions pour l'instant. Une, c'est assez technique, c'est sur la taille des sédiments a été mise en avant comme le critère clé de la possibilité de remise en suspension, mais Oui. ça doit aussi dépendre quand même d'autres paramètres, la densité ou la cohésion des particules, j'imagine, mais ça, tu n'en as pas parlé. Comment ça intervient? Ouais. Bon, là c'est vrai que en fait, j'ai considéré qu'il y avait que la cohésion entre les grains était très faible et qu'il n'y avait pas d'autre morphologie. Il n'y avait pas de morphologie au fond du lac, que les moules n'avaient pas un impact. Bon, les mesures qui ont été faites pour les deux premiers exemples sont avant l'arrivée de la moule quagga. Donc, normalement, dans cette zone-là, on ne devait pas avoir de moule. Mais depuis, probablement il y a beaucoup de changements depuis, c'est recouvert de moules. Donc, du coup, il doit y avoir un changement à ce niveau-là. Pour la cohésion des sédiments, de prendre de toute façon ce diamètre médian, c'est un peu un indicateur. On voit si on est proche ou si on en est loin, et parce que la distribution elle est de toute façon assez grande. Et on avait fait une défloculation des sédiments et on avait une taille des grains de à peu près 7 micromètres. Donc il y a l'histoire de la floculation, il y a l'histoire de la cohésion aussi. En général, plus on va, et puis la densité, j'ai considéré la densité de la silice de 0,6. Ok. Il y a peu de matière organique à cet endroit-là, d'après nos mesures. Mais on n'est pas sûr de la densité, c'est sûr. Alors là, effectivement, il y a les moules quagga, c'était ma deuxième question. Je pense que ça, c'est un phénomène assez important sur le fonctionnement du lac et à plusieurs niveaux. Et au niveau physique, là, tu disais que ça a changé la rugosité, je suppose que ça l'augmente et que du coup, ça va affaiblir un petit peu les courants de fond, ça va peut-être, je sais pas, aussi peut-être augmenter de la microturbulence au ras du fond. Ça va aussi, les moules, ça fait des fesses, ça crée de la matière organique qui se dépose. Il n'y a pas la densité de la silice, là, pour le coup. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que si effectivement ça atténue les courants de densité, la colonisation des moules sur le fond va limiter un petit peu plus les possibilités de brassage par ces fameux courants de densité et que ça ne va pas se rajouter au phénomène de réchauffement climatique et de renforcement de la stratification. Est-ce que ça ne va pas faire un peu une synergie de limitation des brassages du lac finalement? Puisqu'en fait, en plus, tu as rappelé que le brassage de 2012, finalement, c'était un pseudo-brassage total du lac qui est fait par un phénomène qui n'est pas celui habituellement invoqué dans les retournements complets des lacs. C'est un peu plus complexe. Enfin, pour revenir à la quagga, c'était ça
Je pense que le plus gros frein, on va dire, ce qui contrôle la dynamique des courants de densité, c'est l'entraînement de l'eau ambiante avec l'eau froide du fond. Donc, le fait d'augmenter légèrement la rugosité au fond, à mon avis, ça va pas avoir une influence primordiale sur la distance que va parcourir le courant, etc. Par contre, on peut imaginer qu'on aura peut-être moins de resuspension de sédiments, par exemple. Notamment si on a un peu plus, si c'est un peu plus colmaté. Si après on ne sait pas trop si dans quelles conditions aussi sont déplacées les moules, si elles vont pouvoir être déplacées par certains courants ou pas. Donc, ça reste quand même assez incertain. Mais en tout cas, le contrôle principal de la vitesse de l'écoulement, c'est plutôt ce qui se passe entre l'interface entre le courant froid et l'eau plus chaude en surface. Okay, merci. Merci. On va donner la main à Sophie. Merci et merci pour la présentation, c'était très intéressant. Merci. Ce que m'intéresse, c'est que, bon, je note que le lieu de l'étude, c'est les rives au bord du Léman. Vous avez étudié les vents venant du sud-ouest. Donc, compte tenu les différents vents autour du lac et peut-être la dominance de la bise, est-ce que quelle est l'importance de l'effet des différentes de vents en contribuant à cet effet? Est-ce que vous avez pu estimer l'impact vers l'oxygénation, le brassage et le transport de sédiments par rapport aux autres vents du lac? En fait, a priori, on va avoir à peu près les mêmes effets, mais de l'autre côté du lac. Donc, si on a de la bise, on va avoir un upwelling qui va se former sur la côte sud du lac, sud-sud-ouest. Et puis, du coup, dans ma zone d'étude, on aura de l'eau de surface qui va s'accumuler. Et donc, en situation de stratification, on aura cette même onde de Kelvin qui va se propager. Et en situation hivernale, on aura des courants de densité qui vont se former de l'autre côté de la côte. Et notamment, ce sera lors de la bise qu'on va favoriser aussi les courants de densité entre le petit lac et le grand lac. Et puis, voilà. Quand on a des conditions froides et calmes, on peut avoir des courants de densité un peu n'importe où autour du lac. Et puis, pour compléter, donc, cet effet, c'est intéressant et vous avez pu estimer l'impact, la volume des échanges ou des… C'est toujours assez difficile d'estimer les volumes parce que juste du coup, par rapport à la réponse à la question précédente, c'est que la compréhension sur l'entraînement de l'eau ambiante qui est plus chaude dans ces courants de densité, elle est très peu connue. Et en général, on a souvent des mesures en un point. Du coup, on arrive. Cet entraînement, il est très peu connu. C'est des mesures qu'on est en train de faire justement. On essaye d'étudier la turbulence à l'interface entre ces courants de densité et puis l'eau ambiante pour justement comprendre l'entraînement dans ces courants. Et puis, quand on connaîtra l'entraînement d'eau ambiante dans ces courants, on pourra dire ces courants vont jusqu'à telle profondeur, du fait de leur température, mais aussi de quel mélange comment ils se seront mélangés avec les couches plus profondes, donc quel volume, quelle quantité par exemple d'oxygène, s'ils se mélangent avec des eaux plus profondes, ils vont peut-être perdre en oxygène. Et donc du coup, on pourra
estimer peut-être potentiellement les volumes et puis leur composition, et puis jusqu'à quelle profondeur ils peuvent aller. Et autre point très important, c'est que autre chose qu'on sait et qui a été très peu étudié, c'est que ces courants ils sont variables tout autour du lac. À des endroits, on a des zones côtières qui sont assez larges et peu profondes. Donc, du coup, là, on a une formation de réserves d'eau froide qui forment des courants de densité sur le bord de ces zones. Mais à d'autres endroits du lac, on a une zone côtière peu profonde qui est très fine. Et là, on n'a pas de courant de densité qui se forme. Parce que il faut un certain temps quand même pour accumuler de l'eau froide. Et puis, si la zone peu profonde est trop plate, on va pas avoir cette accumulation d'eau froide. Et donc, du coup, on n'aura pas de création de ces courants de densité. Ou ils seront beaucoup trop faibles et ils vont se mélanger rapidement avec l'eau ambiante et atteindre des profondeurs de 20 mètres, 30 mètres et ils n'iront pas plus loin. Donc en fait, avec les mesures que j'ai, c'est très difficile de généraliser l'entièreté du lac. Merci. Je regarde s'il y a d'autres mains levées. Je vais en poser une aussi. Alors, tu passes en dernier. Dans les questions, il y en a déjà qui ont été posées forcément. Donc, moi, j'avais un peu les mêmes questions que Didier autour effectivement du grain sédimentaire et de la variabilité, évidemment, qui doit être quand même très importante. Et puis, effectivement, de l'impact de la moule quagga. Voilà, j'avais vraiment ces deux questions aussi, moi, qui m'avaient un peu turlupiné. Mais bon, là, tu as répondu. Elles étaient un peu cherchées, hein, j'avais mis. C'est clair, c'est clair. En fait, moi, la question que je me posais, c'est que donc, tu montres donc, plusieurs types de mécanismes donc, qui peuvent être mis en place pour expliquer la réoxygénation des eaux de fond. Et en fait, la question que je me posais, c'est si, in fine, même si je comprends que tout n'est pas modélisable et que c'est encore aujourd'hui compliqué, on arriverait après à avoir un schéma un peu qui permet de dire quelle est la proportion en fait, de l'un et de l'autre à l'échelle d'un lac comme le Léman, et si justement, on doit tendre vers ce type d'information pour peut-être après, je ne sais pas, avoir quelque chose de beaucoup plus explicatif justement sur ce type de phénomène. Est-ce que toi, tu aurais une idée de cette proportion relative de tous ces mécanismes qui interviendraient dans la réoxygénation, ce à quoi s'attendre peut-être dans l'avenir, tu vois Ouais, c'est compliqué à répondre. A priori, c'est pas forcément les courants de densité côtiers tout autour du Grand Lac, par exemple, qui ont eu un impact fort sur un brassage complet, par exemple. Mais petit à petit, au fur et à mesure, ils érodent la thermocline au même type que la convection qu'on a au centre du lac. Après, on a le courant entre le petit lac et le grand lac, qui là peut être, comme ça a été évoqué, déterminant pour un brassage complet, enfin, entre guillemets brassage, mais une oxygénation complète des fonds du lac. Et il y aurait une hypothèse qui pourrait dire que on pourrait tendre à des brassages complets plus fréquemment avec ce type de mécanisme dans le futur que c'était le cas dans le passé avec la convection verticale. Mais de modélisation 3D long terme, à ma connaissance, ça n'existe pas trop, notamment pour le futur, et c'est quelque chose qui reste à faire. Et les modélisations 1D, justement, on n'a pas l'effet de tous ces mécanismes d'advection latérale, et du coup, c'est à mon avis ce qui manque actuellement. Bien, merci. Jean-Luc, Après, c'est ce qui a aussi été remarqué, c'est ce que j'ai évoqué tout à la fin, c'est que quand on regarde les fluctuations de la concentration en oxygène
tout au fond, donc à 309 mètres, même les années où on n'a pas de brassage complet, on a une petite augmentation temporaire de la concentration en oxygène. Donc, on avait pensé que ça pouvait justement être dû à soit ces upwelling ou ces courants de densité qui peuvent très temporairement, ça va pas être un gros volume, mais quand même atteindre des profondeurs qui font que ça augmente un peu l'oxygène temporairement tout au fond du lac. Ok. Jean-Luc? Oui, voilà, peut-être par rapport à ce point-là, je pense que la turbulence interne aussi suffit hein, en fonction du gradient d'oxygène qu'on a au fond, de remettre un peu de… Voilà, c'était vraiment des pics assez brefs. Ouais, des pics assez brefs, donc ça paraissait pas être la turbulence. D'accord, ouais. Ça, c'était qui? C'était Michel qui avait montré ça aussi. Mais alors, j'avais peut-être deux petites questions. Une plus technique. Dans le calcul de la limite de contrainte, on voit que pour une même vitesse, parfois tu es nettement au-dessus, puis des fois tu es en dessous. Quel autre paramètre fait que tu as des aussi grandes variations pour des mêmes vitesses observées? Ben, là, dans les mesures que j'ai présentées, on n'avait pas une résolution aussi fine qu'on aurait besoin, mais justement, c'est le profil. Ma première hypothèse, c'est que le profil de vitesse, il est déformé par les tourbillons qui se forment entre l'eau froide et l'eau plus chaude ambiante. Et donc, du coup, on a des forts tourbillons qui se forment et ils ont aussi un impact sur la vitesse et la forme du profil logarithmique dans la partie basse de l'écoulement. Et donc, du coup, c'est vraiment la forme du profil qui a un impact et pas forcément la vitesse maximale. Okay. Ah oui, je comprends. Ouais. Et puis, encore une autre remarque par rapport à l'oxygénation des fonds, on avait aussi posé l'hypothèse que les courants du Rhône amènent de l'oxygène au fond, mais il y avait le travail de Marie-Élodie et de Damien qui ont tendance à montrer le contraire. C'est que même si on apporte de l'oxygène, on apporte aussi de la matière organique en profondeur. Et finalement, que le bilan, ce serait plutôt négatif, c'est qu'on amène encore plus de matériel à dégrader. Donc, ça consomme plus d'oxygène que ça en apporte. Je me demandais, est-ce que… Moi, c'était sur la Drance, hein, c'est ça le Non, travail. je pensais sur le Rhône, il me semble. Enfin, il me semblait que c'était sur la Drance. Mais bon, le problème est le même, disons. Est-ce que cette resuspension va amener aussi de la matière organique au fond, et puis ça va plus contribuer encore à consommer l'oxygène que ça va en apporter? Je suis pas trop spécialiste de matière organique et de décomposition de ça, mais j'ai des collègues qui ont travaillé justement sur le Rhône aussi, qui ont analysé les mesures qu'ils ont faites jusqu'à 150 voire plus mètres de profondeur dans le canyon, et on voit que c'est surtout dans la deuxième partie de l'hiver, pour une période assez courte, de 2-3 semaines, qu'on a des courants dans le canyon du Rhône, quand la stratification est assez faible et qu'on a des sédiments qui sont mis en suspension dans le canyon. Et puis du coup, à ce moment-là, le courant peut aller assez long en profondeur. Et puis une fois que, entre guillemets, les sédiments ont été utilisés dans le Rhône et qu'il n'y en a plus trop disponibles, le courant ne va pas autant en profondeur. Mais c'est pareil, c'est justement quand on voit ces quelques pics
de concentration en oxygène qui augmente au fond du lac. On peut pas savoir si c'est le Rhône, si c'est un courant de densité latérale, ou si c'est le petit lac, ou si c'est un époline. Et surtout, ça peut mettre du temps à se propager au fond du lac, donc on peut pas dire il y avait ça la veille. Du coup, c'est cet événement qui induit ça. Et puis c'est pareil en utilisant un modèle 3D du lac. Comment modéliser le courant du Rhône dans le canyon du Rhône, dans un modèle 3D, on connaît quasiment rien sur l'entraînement de l'eau ambiante et de la resuspension dans le canyon du Rhône. Et c'est quasi impossible d'avoir une modélisation qui va déterminer quel volume va au fond du lac. On peut le faire avec des mesures directes, mais ce sera en un point. Donc, ça reste... il y avait des idées de faire de la cartographie du fond du lac et de voir le déplacement des ondes sédimentaires. C'est une idée sur la fréquence et la vitesse de ce qui passe au fond. C'est encore à faire. Mais il y a encore de quoi faire. Très bien. Je regarde s'il y a encore une main levée. Bon, de toute façon, on arrive à la fin de ce séminaire. Écoute, j'en profite pour te remercier, François, d'avoir joué le jeu. Didier, merci à vous. Merci bien. Non, mais c'était super. Bon, c'est vrai que si on l'avait fait en direct live, ça aurait été peut-être un peu compliqué avec la neige aussi, puis les quelques grèves qu'on a actuellement aussi dans le coin. Donc, c'était pas mal en Zoom. Ça permettait aussi peut-être à plus de monde de se connecter. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais là, je pense que ça a très bien marché. Donc, encore une fois, merci à toi. L'exposé, donc, il a été enregistré, tu as bien fait de me le rappeler, et donc il sera aussi mis en ligne sur le site YouTube du cartel qui permettra d'y revenir pour les gens intéressés. Et puis, merci à tout le monde d'avoir assisté, merci pour les questions, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se voir. Le lac est grand, mais pas tant que ça, on peut faire le tour assez rapidement. Ouais, puis merci à vous tous, puis si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours m'envoyer un email. Stéphane a mon adresse email, sinon vous la trouvez facilement sur le site de l'EPFL. Super. Voilà. Merci beaucoup François, merci tout le monde. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.